Coucou les addicts, c'est Aurélie, ravie de vous retrouver. Un tel enthousiasme parmi vous tous, les nouveaux, parce que de plus en plus d'abonnés rejoignent la chaîne ces dernières semaines, donc ça fait vraiment super plaisir. Et puis le gros noyau dur des fidèles qui est toujours là et qui me suit toujours. Vous commentez absolument partout. Je suis Instagram, Twitter, ici sur YouTube, sur mon site internet. Je reçois des mails. Enfin, c'est la folie complète. Un enthousiasme communicatif. Donc, j'adore ça. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de la saison 6 qui a décidément, encore une fois, ravi les fans, et moi aussi. Donc, je vais vous dire tout ça en détail dans les minutes qui arrivent. Je voulais vous dire aussi que j'ai regardé le live Instagram de César Domboy et Lauren Line, qui ont été époustouflants dans l'épisode. Et donc, ils ont donné quelques anecdotes, notamment sur les scènes de l'épisode, parce que je pense que c'est là où ils ont eu le plus à jouer. Et puis... je voulais aussi vous dire quelque chose dont je suis assez fière, c'est que j'ai réussi à nouer un petit partenariat avec les éditions J'ai lu dans le cadre de la sortie du tome 9. Donc suivez mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines, car je partagerai des exclusivités. Il y a plein de bonnes choses à venir, donc c'est super chouette. Je suis contente de pouvoir partager tout ça avec vous. On y va, on va se plonger dans l'épisode, c'est parti. Et je commence avec les impressions générales, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Nous sommes ensemble sur le chat en direct, pour ceux qui sont connectés le soir de la diffusion de ce décryptage. Donc, n'hésitez pas à échanger. Ça se passe bien. Là, les derniers chats, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, ceux qui ne nous rejoignent pas en direct et qui viennent plus tard, n'hésitez pas à laisser un commentaire là, sous la vidéo sur YouTube ou même ailleurs pour que on garde une trace de tout ce qu'on a ressenti. Et dans mes impressions générales, allez, j'enchaîne. Je vais vous parler d'abord du titre qui est Tempérance, et c'est le même titre en anglais et en français. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli de traduction de la part de Netflix, parce que je ne vois pas d'accent sur le E de Tempérance, donc peut-être que, voilà, je ne sais pas. Et je voulais revenir sur le sens de ce mot. J'ai eu la curiosité d'aller voir dans le dictionnaire, même si on sent ce que c'est, mais... ça me paraissait intéressant et ce que j'ai trouvé est intéressant, donc je vais vous en faire part. Le sens premier de tempérance, c'est on va dire, c'est une sobriété dans l'usage des aliments et de l'alcool notamment. Donc là, on voit bien à qui ça fait référence dans cet épisode 3, c'est bien sûr Fergus. Et l'alcool dans lequel il essaye de noyer sa dépression et ses doutes et son désespoir. Et le sens deuxième de tempérance, c'est qu'en fait, c'est une des 4 vertus cardinales chrétiennes, avec la prudence, la force d'âme et la justice. Et dans ce sens un peu plus en lien avec la religion, et là vous voyez à qui ça peut faire référence, bien sûr, la tempérance dans ce sens chrétien veut dire la maîtrise de la volonté sur les instincts. Donc je vais essayer de développer ça un peu plus loin dans l'épisode, mais ça fait évidemment référence à Tom Christie. Le réalisateur de l'épisode, c'est quelqu'un de nouveau qui n'a jamais travaillé sur Outlander. Il s'agit de Justin Molotnikov, et c'est un réalisateur qui a déjà quand même plutôt roulé sa bosse, qui a des états de service plutôt sympas, puisqu'il a réalisé quelques épisodes de la saison 5 de Poldark. Je pense que certains d'entre vous connaissent Poldark. Également des épisodes pour la série Doctor Who et pour Merlin. C'est une série dans laquelle on jouait des acteurs qui ont aussi joué dans Outlander, et notamment Alexander Vlahos, qui joue Alan cette saison, et Laura Donnelly qui est l'interprète de Jenny mais qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. En revanche, la scénariste, elle, est connue, c'est Shaina Fawell, je ne sais pas comment on prononce, et elle est arrivée et elle a commencé à écrire des épisodes pour la saison 4, donc c'est elle qui avait écrit l'épisode 6, Le sang de mon sang, l'épisode 11 de la saison 4 également, j'ai le titre en anglais, If Not For Hope, c'est
Hein, c'est un épisode où il y a Brianna et Lord John qui sont ensemble notamment. Et c'est également elle qui a écrit l'épisode 9 de la saison 5, Monstres et héros, un épisode que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et on peut voir qu'il y a quelques similitudes de scénario, ou en tout cas un peu d'ambiance dans l'épisode là, 3 et dans l'épisode 6, le tout premier qu'elle a écrit pour la saison 4, puisque dans les deux, on a un tête-à-tête de Claire avec un patient. Donc dans la saison 4, c'était John qui avait la rougeole, et puis là, c'est Tom Christie. Et puis, on a aussi Jamie qui est face à son fils. Donc dans la saison 4, c'était William, et puis là, c'est Fergus. Et moi, j'ai ce sentiment avec cet épisode qu'on est vraiment dans l'essence première d'Outlander. On va au cœur de ce que sont les personnages. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que la saison est réduite qui impose ça, ou qui en tout cas donne ce résultat. C'est difficile à dire, mais on sent qu'il se passe un truc là. Et si la saison 6 va crescendo comme ça, parce que l'épisode 1 lançait bien la saison, on l'a bien aimé. Le 2, c'était waouh. Celui-là, c'est waouh aussi. Je pense qu'il faut qu'on se prépare à sortir nos seaux pour écoper nos larmes à la fin avril, début mai, lorsqu'on aura fini de voir toute la saison et l'épisode 8. Et en fait, dans l'épisode, on a un mix de joie et de tristesse pour chaque personnage. On vit les émotions à fond. La famille Fraser traverse des moments difficiles, mais on sent qu'ils se confient les uns aux autres. Alors, sauf Claire. Hein. Claire, elle a son traumatisme, mais pour l'instant, c'est assez secret. Elle garde ça pour elle. Mais en tout cas, Claire, elle est la confidente, elle, à la fois de Fergus et puis de Tom Christie aussi, ce qui est un peu plus étonnant. Moi, j'ai observé qu'il y a beaucoup de scènes depuis le début de la saison qui se passent dans la chambre de Claire et Jamie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais là, dans l'épisode, c'est assez net, puisqu'il y a un moment où ils sont dans la chambre et ils y reviennent ensuite. Et il y a aussi plein de petites discussions 2 à 2, de personnages ensemble, Marsali, Brianna, Roger, Brianna, et tellement d'autres. Et je trouve que ça renforce cette notion de famille, de liens qui sont très soudés, en fait. Et alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans l'épisode, j'ai relevé beaucoup de moments de performance non verbale, en fait. Alors, c'est toujours le cas, évidemment, mais là, je voulais le pointer parce que y en a souvent de la part des acteurs. Je pense pas toujours à le dire lorsque je fais mes décryptages. Et c'était notamment le cas de la performance de Richard Rankin, Roger, dans l'épisode un peu stylisé, film muet. Roger ne pouvait plus parler et il y avait eu beaucoup de moments d'acting très sur la communication non verbale. C'était génial, mais là il y en a, et notamment je voudrais pointer ce regard conjugal entre Claire et Jamie qui est souvent évoqué dans les romans de Diana Gabaldon, et je trouve que pour le coup là les acteurs ils le jouent super bien entre eux. C'est cet échange subtil qu'ils ont lorsque Claire opère la main de Tom. Et que que Jamie est un peu dans le dos de Tom Christie avec sa main sur son épaule. Et juste avant aussi ce moment où Claire sort ce mot anachronique, masochiste, et Jamie lui jette un regard, parce que lui, il connaît la signification, et quelque part, il avertit Claire de faire attention et peut-être aussi de ne pas confronter Tom de cette manière, puisque l'échange il porte sur le fait qu'il refuse de prendre de l'éther pour l'opération. On retrouve dans cet épisode les thèmes musicaux de Fergus et Marsali qu'on avait entendus pour la première fois lors de leur mariage sur l'île en Jamaïque. C'est un thème beaucoup plus triste. Et d'ailleurs, la bande originale avec les musiques était sortie un peu avant la saison 6. Et quand on écoute ce thème Fergus Marsali qui figure sur la bande originale, on savait que ça allait pas être gai, franchement. Et ce que je voulais relever aussi, c'est que il me semble que les scénaristes ont enfin trouvé
une manière de nous rendre Roger sympathique dans cette saison 6. Parce que, depuis le début de la saison, il a une aura autour de lui. Je ne sais pas, il y a un truc qui a changé. C'est assez plaisant. Moi, j'ai toujours apprécié le personnage de Roger, mais je sais que c'est vraiment pas le cas de tout le monde dans la communauté des fans. Et là, je pense que un peu plus de monde est prêt à monter dans le train avec Roger. Alors, dites-moi si c'est votre cas, tiens, dans le chat et dans les commentaires. Il y avait eu une discussion dans les épisodes précédents sur son look. Très barbu. Mais moi, il me semble vraiment installé dans ce siècle-là. J'oublie presque que c'est un homme du 20e. Il me semble quand même plutôt à sa place. Et ouais, ça me fait plaisir, en fait. Ça me fait vraiment plaisir. Impossible, dans les généralités, de passer sous silence le retour furtif, mais retour quand même, du kilt de Jamie. On peut se demander pourquoi on ne le voit pas plus souvent. Et en fait, c'est Sam Yuan qui a donné la réponse sur les réseaux sociaux. Et c'est une réponse tout à fait sensée et que je vous livre si vous ne l'avez pas vu passer. Mais il faut se souvenir que le kilt, en fait, est toujours interdit. Puisque ce sont les Anglais qui ont la main mise sur les colonies d'Amérique. En tout cas, sur la Caroline du Nord, ça, c'est sûr. Et donc, Jamie ne porte pas son kilt en public, mais pour aller pêcher, voilà, pourquoi pas. C'est sans doute un vêtement pratique et puis, il risque pas de croiser grand monde, en fait, au bord de la rivière. Donc voilà. Puis c'est très symbolique, j'en parlerai, mais le port du kilt dans cette scène finale, voilà, ajoute certaines choses dont je vais parler. Et j'aime bien, puisque j'en parlais là à propos de Roger, j'aime bien quand même comment on nous rappelle qu'on est au XVIIIe siècle, mais qu'il y a des gens du XXe siècle à Fraser's Ridge. Alors d'abord, évidemment, il y a les croyances populaires auxquelles on est confronté là dans cet épisode de plein fouet, avec le diable, les sorcières, qui sont souvent mises en avant par les Christie et puis la communauté des protestants avec Tom Christie. Le lanisme d'Henri Christian, c'est Fergus qui dit c'est de ma faute, etc. Enfin voilà, bien sûr qu'il n'a aucune notion de l'ADN et de tout ça. La compréhension aussi de Marsali à l'explication Vroom de Brianna, on sent que vu sa tête, elle est ok, ça passe, mais pas convaincue quand même, Marsali. J'en ai parlé tout à l'heure, mais l'anachronisme de Claire lorsqu'elle dit masochiste. Et puis le choix de la punition de Jamie pour les enfants. C'est Claire qui l'interroge à ce sujet et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu aurais fait si les enfants avaient choisi plutôt de toucher le tisonnier ?» Oui, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on certainement on observait au 18e, mais qui nous, et à travers le regard de Claire, nous choque un peu, forcément. Voilà, je crois que j'en ai fini avec les généralités et je vais passer à mon top et à mon flop. Quand l'épisode me plaît beaucoup, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal à choisir mon top parce que ça veut dire en fait, dans l'épisode, il y a beaucoup de scènes qui me plaisent beaucoup. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est tout l'arc narratif autour de Fergus dans l'épisode, de manière générale. Et j'ai eu un choix à faire entre les deux scènes de Fergus avec Claire ou avec Jamie, donc une au début, une à la fin de l'épisode, parce que ce sont deux scènes absolument bouleversantes pour moi, qui me tirent les larmes, les deux scènes. Mais je choisis la scène numéro 1, donc celle de Fergus avec Claire, parce que c'est vraiment la scène où Fergus a l'occasion de se livrer vraiment. Il a beaucoup plus de dialogue dans cette scène-là que dans la scène finale. Il a l'occasion d'exprimer sa grande détresse, son désespoir est vraiment palpable. Et il s'exprime aussi sur sa vie passée, sur son enfance. Et là, du coup, ça fait écho au titre écho du premier épisode. Enfin, écho, c'est en anglais, c'est souvenir. Mais voilà, les répercussions de sa vie passée là, qui arrivent un peu comme une déferlante. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résilience de la part de Fergus pendant toutes ces années. Et là, trop, c'est trop, vous voyez.
Et Claire est là, et elle accueille, et elle rassure, et elle parle de famille, et elle essaye de lui dire qu'il n'y est pour rien, bien sûr. Et c'est la beauté du parallèle avec la saison 2, quand c'était déjà Claire qui avait accueilli les confidences de Fergus après les assauts de Black Jack Randall. Et elle lui avait déjà dit, mais tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute. Enfin, ouais, moi j'adore quand il y a des parallèles, et là, c'en est clairement un. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette scène-là, je l'ai choisie parce que, pour vous donner des anecdotes et vous dire que, en fait, Fergus, César Domboy, a été casté, donc il y a 6 ans déjà, il a été casté sur cette scène-là, en fait. Donc ça paraît dingue, hein, ça veut dire que les auteurs savaient déjà qu'à un moment donné, ça arriverait dans la série. Et ils voulaient être sûrs que l'acteur qui allait jouer Fergus allait être capable d'aller dans ces versions dramatiques de Fergus. Donc, enfin, c'est là. Et d'ailleurs, César Domboy a dit, alors je ne sais plus du coup si c'est dans le live Instagram ou s'il a dit ça à la Lancôme, mais qu'il attendait vraiment avec impatience de pouvoir jouer cette scène, parce qu'il savait que c'est là où il allait pouvoir s'exprimer. Et il a des qualités, hein, dans le jeu dramatique, c'est évident, hein. Enfin, moi, il m'a bouleversée, vraiment bouleversée. Et donc j'essaye d'enchaîner. Fergus, c'est vrai que c'est le seul enfant que Jamie et Claire ont élevé ensemble, même si ça n'a pas duré longtemps. Et on a eu trop peu d'occasions depuis la saison 3 de les voir interagir, Claire et Fergus, et de sentir leur lien filial et voilà, l'affection que Claire porte toujours et encore à Fergus, qu'elle considère comme son fils. Enfin, dans cette scène-là, ça paraît indéniable. Et oui, je trouve d'ailleurs très, très dommage qu'il n'y ait pas eu une seule scène entre eux. Parce que tout était centré sur l'action, sur le fait de donner des arcs dramatiques, mais eux ont été mis un peu de côté. Et donc, on découvre à travers les mots de Fergus que son enfance n'a pas été rose du tout, même si on s'en doutait, on le savait déjà, mais là, on a des détails. Et ça nous renvoie et ça nous fait nous souvenir que sa vie, en fait, a été jalonnée d'événements traumatiques depuis, surtout son enfance et avant qu'il soit recueilli par Claire et Jamie, mais même après, hein, la main coupée, ça remonte à l'époque où il était à la Librock. Donc, et donc voilà, Fergus projette tout ça sur son fils Henri Christian, qui considère comme infirme, hein, donc je disais tout à l'heure, la question du nanisme, lui se sent coupable. Il pense que si c'est lié au fait que Marsali ait été frappée, qu'elle soit tombée sur le ventre, etc. Bon, Claire a beau lui dire qu'elle est médecin et que ça n'a rien à voir, enfin, et bien sûr, elle ne peut pas argumenter. Et puis, et quand bien même elle pourrait argumenter, je ne suis pas sûre que Fergus ait l'esprit totalement disponible pour entendre, en fait. Là, quand on est dans cet état-là, je pense qu'on n'entend pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit la fin de cette scène, hein, quand Fergus finalement s'en va et voilà, tourne le dos à Claire. On sent que malgré tous les mots qu'elle a pu avoir, il n'est pas sorti, hein, il est au fond. Et c'est ce que ressent Claire, hein, puisque quand on voit son visage, elle a une profonde tristesse en elle. Et j'aime bien que cette scène-là ait eu lieu entre eux deux, parce que Claire et Fergus ont des arcs un peu similaires, en fait, dans cette saison 6. Hein. Ils souffrent tous les deux des traumatismes qui sont issus du dernier épisode de la saison 5, avec l'attaque de Claire et puis du coup l'attaque de Marsali. Tous les deux ont recours à l'automédication, même si ils n'ont pas fait le choix des mêmes armes. Et je pense que c'est pas palpable pour l'instant chez Jamie, mais ils mettent sans doute un peu un malaise chez leur conjoint tous les deux. Enfin, Jamie sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas quand Claire va pas bien. Il la questionne, mais elle répond pas. Elle fuit. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette scène qui est vraiment donc mon top de l'épisode. Et dernière anecdote, c'est dans le live Instagram, et César disait que lorsqu'ils ont tourné tous les deux cette scène-là, il faisait moins 2 degrés dehors et qu'ils étaient vraiment gelés, que même leurs vêtements très rembourrés et en laine, en fait, au bout d'un moment, ils étaient presque congelés, quoi. Donc voilà. Et alors, je passe à mon flop.
Alors, mon flop, c'est la position de Jamie dans le lit, lorsque Claire revient de sa visite médicale à Tom Christie. Il n'est pas vraiment couché, il est un peu surélevé, il a le bras positionné d'une façon... Enfin, franchement, qui dort comme ça? C'est pas naturel du tout et ouais, ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça bizarre en fait. Puis d'habitude, il me semble que Jamie, lorsqu'il se couche, porte une chemise. Alors, bon, ça vous allez me dire, c'est variable. Et dans le roman, c'est aussi très variable. Mais voilà, ça m'a un petit peu oups. J'ai fait glups et j'avais fait glups déjà au début de l'épisode. C'est un deuxième mini-flop. Lorsque l'on voit le couffin d'Henri Christian sur la rivière. Donc, globalement, c'est des plans, on va dire, externes et on voit la rivière et le panier qui avance dessus. Mais il y a un moment, quelques secondes, un plan avec beaucoup plus rapproché avec l'intérieur du berceau. Et ça, je trouve que ça fait une rupture. C'est trop décalé dans le réalisme de l'image par rapport au reste. Et puis, en plus, ce plan-là de l'intérieur du berceau n'était pas nécessaire pour comprendre ce qui se passait. Enfin, le reste, et puis la scène va vite. Donc... c'était pas nécessaire. Donc ouais, c'est dommage de l'avoir mis parce que ça, je trouve que c'est un peu choquant. Voilà, j'ai hâte de lire vos flops dans le chat, donc je vais surveiller ça. Alors, on va passer à mes focus. J'ai identifié 5 thématiques dont j'ai envie de vous parler et qui vont me permettre de balayer presque tout. Et ce qui n'aura pas été abordé, eh bien, comme désormais, je vous retrouve en live juste après la diffusion du décryptage. On aura l'occasion de revenir sur ce que je n'aurais pas évoqué. Alors, je commence avec ce que j'ai appelé, moi, la crise identitaire de Malva. Parce que je trouve que dans l'épisode, c'était déjà un peu le cas dans l'épisode précédent, mais Malva questionne sa propre identité. Et en faisant cela, elle questionne aussi celle des autres, finalement. Elle le fait surtout avec Yann, puisqu'ils ont deux scènes, ou 3 presque même ensemble. Mais elle le fait aussi un peu avec Jamie. Alors c'est vrai que Malva, j'avais dit, je crois que c'était dans l'épisode 1, elle fait preuve d'une grande curiosité d'esprit et là on voit qu'elle a aussi une grosse envie de faire partie de la famille Fraser, ou en tout cas de s'en approcher. Et quand Yann l'appelle l'apprenti de sa tante Claire, Malva clairement, elle est ravie parce que du coup elle est reliée à Claire et elle voit que dans le regard des autres, elle commence à être perçue comme telle. Donc ça, certainement que pour son estime, c'est assez énorme. Malva cherche à savoir qui est Yann, comment il est relié au Fraser. Elle lui demande, alors, vous êtes un Fraser? Ah ben non, je suis Murray. Plus tard, Yann lui dit que Jamie ferait tout pour lui, alors que c'est son oncle. Donc elle dit, mais vous êtes presque comme son fils. Effectivement, c'est le cas. Et au travers de tous ces questionnements, on sent le poids de son père sur Malva. Et je dirais qu'il y a 2 phrases choc pour moi dans l'épisode. C'est des phrases que dit Malva. Elle dit que les apparences sont trompeuses. Et puis elle dit aussi un peu plus tard que parfois on fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Je trouve que ça rajoute au mystère qui entoure son personnage. C'est difficilement interprétable comme ça en tant que tel tout de suite. Sauf si, bien sûr, on a lu les livres et du coup, on connaît un peu mieux ce personnage. Mais quand même, là, pour juste le spectateur, c'est assez énigmatique. Et en fait, tous ces questionnements de Malva, ça nous rappelle aussi que Yann est lui aussi, quelque part, en crise identitaire. On l'a vu dans l'épisode 2. Ses loyautés sont divisées entre Jamie et le peuple indien. Il est amené à dire qu'il a eu une vie, même s'il a encore... Voilà, on a su qu'il a eu un bébé, mais on n'en sait guère plus. Yann, voilà, il est duel. Enfin, il a 2... Enfin, c'est pas 2 personnalités, mais en tout cas, les identités sont... Voilà, il faut il est partagé. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'ils disent que c'est un homme de valeur. Alors, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais en anglais, il dit « Man of Worth ». Donc, c'est exactement le titre du dernier épisode de la saison 4, quand il décide de rester chez les Mohawks. Et pour finir sur Malva, je pense que tout le monde sera assez d'accord pour dire que c'est quand même une séductrice. Elle est d'une intelligence émotionnelle quand même plutôt fantastique. Avec Jamie, quand il la questionne,
Et il finit par demander, mais alors vous avez la même mère, vous et Alan? Et elle répond du tac au tac, hein, elle se démonte pas. Pourtant, elle fait face à Jamie Fraser quand même. Et en fait, j'ai trouvé que Malva flirtait aussi bien avec Ian qu'avec Jamie. C'était quand même... elle est un peu enjôleuse quand même, cette jeune fille. Et pour finir, j'ai beaucoup aimé l'ironie de la comparaison entre l'Écosse et la Caroline. Donc ça, c'est le dialogue entre Malva et Jamie. Je trouve ça finalement assez drôle et ironique quand on sait que l'ensemble des scènes censées se passer en Caroline du Nord, l'ensemble de ces scènes est tourné en Écosse. Et ouais, preuve s'il en est que les deux sont quand même plutôt semblables. Alors ouais, il manque peut-être de la tourbe et de la bruyère, mais à part ça, les paysages sont quand même plutôt assez identiques. Donc voilà pour le clin d'œil. Pour le deuxième thème, je reste avec la famille Christie et je vous parle de Tom. Et en fait, mon thème s'appelle « Tom souffle le chaud et le froid » et je vais essayer de vous dire pourquoi. Il y a un gros arc autour de ce personnage dans l'épisode. Hein. Il y a beaucoup de scènes avec lui, surtout avec... donc il est surtout accompagné de Claire dans ces scènes. Et je trouve qu'à certains moments, on peut être empathique avec lui. Mais tout comme lui l'exprime à un moment donné, hein, lui il ne comprend pas Jamie, mais nous on ne le comprend pas toujours. En tant qu'homme instruit ou éduqué, il a conscience de certaines choses, mais Dieu et sa morale semblent quand même rester au-dessus de tout. En fait, c'est ce qui semble dominer ses pensées, même s'il est en capacité parfois je sais pas si c'est se remettre en question, mais en tout cas, il montre parfois une certaine ouverture d'esprit. Et je trouve ça d'ailleurs assez flagrant qu'il soit sans cesse remis à sa place, que ce soit par Claire ou par Jamie, mais qu'il résiste plutôt bien. Les Fraser ont l'ascendant, mais il résiste quand même. Hein, il s'écrase pas, comme on pourrait dire. La façon dont il montre son impatience à Claire lorsqu'il l'attend, et puis bien sûr Claire lui explique que ce qui vient de se passer avec Henri Christian. Quand il dit ensuite, quand Claire lui a expliqué tout ça et qu'il dit je vais aller parler aux gens, et Claire lui dit non mais c'est bon, mon mari a la situation bien en main, ça va gérer, on n'a pas besoin de vous, en gros. Lorsque Jamie lui dit qu'il va souffrir parce que l'opération de la main il connaît, etc., et il lui explique ok, mais Tom se démonte pas pour autant, il a fait son choix. Et lorsqu'il parle de la coiffe à Claire, hein, que les femmes devraient porter quelque chose sur leurs cheveux, pareil, Claire le remet en place de manière très claire, quoi. Elle le fait à la façon dont elle sait le faire très très bien. Mais voilà, ce qui nous met un peu mal à l'aise, c'est quand il dit à Claire qu'il a eu la visite des Brown, de Richard Brown. J'aime pas trop sa réaction. Et ouais, là on sent qu'il répond pas en fait quand Claire lui dit c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Hop, il met son chapeau sur la tête et puis il s'en va et il n'a pas un mot. Donc ouais, ça c'est ce qu'on n'aime pas de Tom. Et Tom est souvent antipathique en fait, hein, avec Claire, surtout avec les femmes, mais il s'excuse, il réfléchit. Ce que je disais, il peut voir les choses différemment. À propos des livres, à propos des sorcières, à propos des superstitions. Et 2 fois, en fait, dans l'épisode, il dit I'm an educated man. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, d'ailleurs. Si on traduit par instruit ou éduqué, ça peut vouloir dire les deux. Et du coup, je trouve ça assez ironique parce que lorsque Claire se lève cette nuit-là et qu'elle a clairement en tête d'aller prendre de l'éther, c'est lui qui empêche Claire de manière inconsciente, hein, mais qui l'empêche de prendre de l'éther. Et lui ne veut pas des potions de Claire. Lui, il n'a pas voulu de son éther. Mais par contre, il était OK pour le whisky. Donc, vous voyez, ces principes, en fait, ils sont quand même assez mouvants, hein, puisque c'est un alcool fort quand même, le whisky. Hein, donc, et on avait compris, alors je ne sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou l'épisode 1, mais que normalement, il n'en boit pas. Et donc l'opération de sa main, c'est une scène assez longue, j'ai trouvé, qui est néanmoins très très proche du roman.
je ne sais pas quel était exactement l'objectif des auteurs dans l'écriture de cette scène, mais moi, je la trouve hilarante grâce au jeu de l'acteur de Mark Lewis-Jones qui incarne Tom. Jamie et Claire, là, dans cette scène, forment une sorte d'équipe silencieuse. Hein. J'ai parlé des regards par-dessus son épaule. Et on sait que les acteurs se sont beaucoup amusés à tourner cette scène. Donc, on avait tout ça en tête, en fait, bien avant la diffusion de l'épisode, puisqu'il y avait eu des interviews dans lesquelles ils en ont parlé, en fait. Alors, si on prend un peu plus de distance et de hauteur, moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de Jamie? Pourquoi est-ce qu'il est resté? Est-ce que c'est par compassion? Est-ce que c'est pour soutenir Claire ou Tom? Ou est-ce que c'est par défiance vis-à-vis de Tom? Probablement un mélange de tout ça, je dirais. Mais ouais, il est quand même arrivé au bon endroit, au bon moment. Et je disais, Tom a repris sa posture d'homme moralisateur avec Claire. Hein, lorsqu'il lui parle de ses cheveux, c'est drôle. Hein, enfin, cette phrase, elle tombe un peu là comme un cheveu sur la soupe. Ouais, les lecteurs verront sans doute des références, encore que je suis pas sûre que ce soit en lien. Mais voilà, en tout cas, c'est là. Et toute cette discussion, lorsque Claire vient vérifier un petit peu si Tom va bien dans la nuit, toute cette discussion se fait dans une atmosphère un peu bizarre, un peu spéciale. Enfin, on sent que Tom est dans un état émotionnel justement spécial, avec l'envie de faire un pas vers Claire, et puis toujours cette jalousie vis-à-vis de Jamie, qu'il ne comprend pas, hein, ce qu'il dit. Et dont il ne comprend pas les gestes. Il parle de ce qu'il a fait à Hans Muir en prenant la place du vieil homme par rapport à l'histoire du tartan. Voilà, moi j'ai envie de dire que Tom ne comprend pas Jamie, mais nous on comprend. Hein. Enfin, Jamie c'est un héros, c'est tout. Il n'y a pas besoin de se poser d'autres questions que ça. Donc, il agit toujours avec des actes héroïques. Alors, Claire, bon, voilà, elle ne dit pas ça, évidemment. Elle parle de compassion en opposant à Tom qu'il en ferait sans doute de même. À l'heure actuelle, franchement, on en doute. Et puis, le regard de Tom et le fait qu'il ne dise rien à cette affirmation ou à cette assertion de Claire, on peut en douter. Mais c'est peut-être une leçon à retenir pour lui, hein, et pour la suite, on verra. Surtout pour un chrétien, parce que voilà, la compassion, ça fait quand même partie de ces valeurs morales que défend le christianisme. Donc il y a cette notion de charité chrétienne, hein, aimer l'autre de manière désintéressée, proposer des actes charitables, des bienfaits. Donc voilà, à suivre. Alors, est-ce que c'est cette idée-là qui a fait son chemin lorsqu'il y a l'altercation entre Fergus et puis ce couple? Moi, je suis presque étonnée des paroles de Tom Christie à ce moment-là, puisqu'il défend quelque part les Fraser en s'opposant et en disant qu'on devait faire preuve de... alors, je ne sais plus quel est le mot, mais comment ça a été dit en français je sais plus, tiens. je l'ai même plus en anglais, mais en gros qu'il fallait être reconnaissant vis-à-vis des Fraser qui les avaient accueillis à bras ouverts, en gros. Donc là, on est étonné, et puis on se dit, ah tiens, un petit acte sympa de la part de Tom Christie, mais quand même très vite, on en revient à nos sentiments vis-à-vis de Tom, avec le petit mot qu'il a glissé dans le livre de Claire. Feels, c'est ce mot-là qui est écrit. Il écrit that is feels. Enfin, en gros, ça veut dire que ce sont des obscénités, pour pas dire autre chose. Hein, mais en gros, ce livre, c'est de la merde, quoi. Et puis tout de suite après, on le voit. Alors, il y a pas de son et il y a pas de dialogue, mais on le voit en train de battre Malva avec sa ceinture. Et je reviens sur le livre, hein, le livre que lui a prêté Claire, Tom Jones, pour bien comprendre pourquoi il lui a rendu avec ce mot-là. En fait, c'est un livre qui est subversif, hein, pour les personnes pieuses et pour l'époque. Le livre a été décrit comme immoral. En fait, l'extrait qui nous a été montré à l'écran, ça parle du désir. Et en gros, en disant que le désir est normal entre un homme et une femme. Voilà, donc on est loin des valeurs religieuses. L'acte sexuel, logiquement, est en lien avec la procréation, etc. Hein. Donc on imagine bien dans quel état d'esprit est Tom Christie lorsqu'il lit ce livre.
Et j'aime beaucoup, beaucoup la façon dont Claire lève les yeux au ciel lorsqu'elle dit ce mot-là. Enfin, c'est une réaction qu'on a déjà vue avoir à de nombreuses reprises et qui en dit long sur sa façon de voir les choses. Et dans mon thème suivant, j'ai rassemblé en fait plusieurs personnages et je l'ai intitulé les figures d'autorité masculine, et ce qui va me donner l'occasion de parler de Roger, de Jamie, un peu de Tom encore, sous un autre angle. Et je disais en introduction, l'écriture du scénario pour cette saison me semble quand même plutôt favoriser le fait qu'on peut trouver des bons côtés à Roger, et notamment cette autorité naturelle dont j'ai déjà parlé. Il est hyper autoritaire avec les enfants dans la première scène, et il est juste aussi. Je veux dire, c'est une... Ouais, il enrage contre eux, mais c'est fait de manière, je trouve vraiment excellente, quoi. C'est la façon dont il l'appelle Germain, c'est waouh. Il baisse les yeux, le petit, et franchement, on comprend pourquoi. C'est on n'a pas envie de s'opposer à lui. Et donc, ça me donne l'occasion de parler de cette première scène de l'épisode, parce que c'est la première fois que ça ouvre dans la saison 6 sur une scène avec de l'action et un peu de suspense. Richard Rankin a dit sur les réseaux sociaux que cette scène a été tournée à la fois par lui et par sa doublure, donc il a dû se mettre à l'eau. Et bien sûr, quand on sait que l'hiver a été très très rude en Écosse l'année dernière quand ils ont tourné, voilà. Je pense qu'ils ont dû avoir quelques heures un peu difficiles, ces acteurs. Et donc, c'est un acte héroïque de la part de Roger. On parle toujours des actes héroïques de Jamie, mais là, clairement, enfin, il se jette à l'eau. Et je parlais de l'interpellation qu'il a faite de Germain, et je trouve bien que justement il appelle Germain, parce qu'il y a tellement d'enfants là qu'on aurait pu ne pas reconnaître Germain au milieu de tous ces enfants, et on a quand même un peu du mal à les reconnaître. Autant là on identifie bien les personnages adultes, et encore il y en a des fois tellement que c'est difficile, mais voilà. Et donc dans cette scène, et puis même dans l'épisode, on oublie que Roger vient du futur, ça je l'ai dit aussi. Il est totalement fondu dans l'époque. Roger, on le retrouve aussi avec Amy McCallum, je crois. Et là encore, pour moi, il endosse un peu cette figure d'autorité. Il la sauve d'une énorme grenouille. Alors, je ne sais pas si on dit une grenouille bœuf en français, mais bullfrog en anglais, bull, c'est le bœuf, voilà. Et frog, c'est la grenouille. Alors néanmoins, moi, je mets un petit bémol avec cette scène-là. J'ai une petite méfiance quand même avec cette jeune femme. Ça se passe vraiment trop bien. Elle a un enfant mal élevé, donc on l'a vu, qui a besoin d'une figure paternelle. Cette famille n'a pas vraiment d'argent. Elle est seule, elle a perdu son mari. Donc là, je trouve qu'un peu tous les voyants, tous les clignotants sont au rouge. Attention, danger. Je voulais relever au passage quand même la jolie petite cabane que lui ont fabriquée Brianna et Roger. Alors, je ne sais pas trop si elle a aidé ou si les autres hommes de la communauté de Tom Christie a aidé, mais ça nous donne l'occasion de voir un toit de chaume comme on peut encore un peu en voir en Écosse. Donc ça, c'est chouette, parce qu'on la voit vraiment bien, cette cabane. Et je voulais faire une petite parenthèse, parce que je sais que certains d'entre vous ont lu le tome 9 en anglais déjà. Et il y a une résonance particulière avec Amy, voilà, par rapport au tome 9. Et puis ensuite, on voit Roger faire un sermon. Donc ça me questionne. Je me dis, tiens, est-ce que c'est devenu une habitude ? Est-ce que c'est tout le temps lui qui les fait, qui fait des prêches ? Ça semble en tout cas installé. Les gens l'écoutent. Je le trouve très habile dans le choix de l'histoire de Moïse, pour faire le parallèle avec ce qui vient d'être vécu au Ridge par les différentes familles. Et pour finir sur Roger, en forme de clin d'œil, lorsqu'il est avec Jamie, assis à côté de Jamie pour le Quarter Day, donc il collecte les fermages trimestriels. Donc c'est le bras droit de Jamie, donc ça appuie aussi le fait que Jamie lui fait vraiment confiance. Voilà, c'est
c'est lui qui est à ses côtés. C'était Yann dans la saison 1, dans l'épisode La Librock. Et non, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'en forme de clin d'œil, c'est cet échange très rapide avec Brianna lorsqu'il parle de Lizzie. Et donc, c'est lui qui dit, oui, Lizzie, bah oui, peut-être qu'on pourrait lui présenter des prétendants, mais il faudrait d'abord qu'il passe sur le corps des 2 jumeaux. Et Brianna a l'air étonnée. Et moi, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, c'est quand même dingue, Roger. Les commérages, d'habitude, c'est plutôt l'apanage des femmes. Et là, c'est Roger qui a l'air d'être au courant. Et on se souvient que Fergus aussi avait fait un petit sous-entendu. Donc, il semblerait que les hommes, là, aient les antennes un peu plus dressées que les femmes. En tout cas, que Brianna. Parce que... en tout cas, que Brianna. Alors, bien sûr... dans les figures d'autorité masculine, il est impossible de ne pas parler de Jamie. Lui aussi est exemplaire avec les enfants. Il a une façon d'agir qui... Enfin, moi, je dis très écossais ou c'est peut-être très 18e. En tout cas, voilà. Il leur offre un choix. Alors, même si le choix me paraît quand même plutôt évident. Mais c'est une bonne façon de proposer à quelqu'un de sortir la tête haute d'une correction ou d'une punition, ou en tout cas de quelqu'un qui vous fait la morale, finalement. On laisse la porte de sortie, c'est le choix, quoi. Donc, c'est très, très habile de la part de Jamie. J'aime beaucoup la discussion qu'il a avec Germain, en lui disant que, voilà, il fallait qu'il soit aussi protecteur vis-à-vis de son petit frère. Et là encore, je fais un petit clin d'œil au lecteur, ça a beaucoup de résonance. Et puis, Jamie est aussi exemplaire et autoritaire à sa façon avec Tom, mais bien sûr sans... voilà, c'est une autorité, je dis naturelle, parce que ça passe pas en force, en fait. C'est lui qui a la main au propre comme au figuré. Donc, c'est Jamie qui a la main et il pose sa main sur son épaule. Et ouais, voilà, il lui montre qu'il est là, physiquement, moralement aussi. Et ce que j'aime en Jamie, c'est que... quand il dit aux enfants qu'il ne contredira pas Roger. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'écraser les autres pour pouvoir faire valoir sa propre autorité. Et il laisse l'espace à Roger. Donc, des belles valeurs, là aussi. Et je finis en vous parlant de Tom, pour compléter un peu ce que je disais tout à l'heure, lorsque je parlais de lui. On voit l'emprise qu'il a sur Malva, une emprise supposée et observée aussi. Alors bien sûr, là, par contre, les moyens ne sont pas forcément aussi admirables que Jamie. Mais voilà, tout de même, c'est de l'autorité qu'il a sur ses enfants. Et puis aussi son intervention à la fin, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me surprend. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre la parole et de dire aux gens de son... Je ne sais pas si j'ai envie de dire clan, mais en tout cas, les gens qui sont arrivés avec lui au Ridge... c'est un meneur, voilà. Ces gens-là l'écoutent, en tout cas. Il le sait. Et il s'en sert quand c'est nécessaire. Je viens de parler des hommes et j'ai envie justement de parler des femmes maintenant. Et des femmes et de leur pouvoir, entre guillemets. Parce que les figures d'autorité masculine dont je viens de parler sont en fait en équilibre avec les pouvoirs qu'exercent les femmes. C'est pas nouveau, les figures féminines dans Outlander sont souvent des femmes fortes. Et je vais appuyer une fois de plus là-dessus, même si je vais peut-être le faire sous un autre angle. Claire, je commence par elle. Claire et son pouvoir, c'est sa médecine, c'est ses potions. Et je dis exprès ce mot-là, puisque c'est le mot qu'emploie Tom, sous-entendu que c'est une sorcière qui prépare des potions. On ne parle pas de potions quand on parle d'un médecin. En tout cas, c'est son pouvoir de guérison. Mais ce n'est pas un pouvoir mystique, c'est sa science, en fait. Et au moins une fois par saison, on observe une grosse chirurgie réalisée par Claire. Et là, je pense que ça doit être cette opération de la main, à moins qu'on ait autre chose plus tard dans la saison. Mais c'est une longue scène, je l'ai dit tout à l'heure. On voit quand même un peu les détails, on voit Claire œuvrer. Donc, cette Claire guérisseuse, c'est pas du tout remis en question, ça ne l'est jamais. Et je crois que je l'ai dit lors du dernier décryptage, mais ça, c'est un statut de pouvoir qui...
de la part d'une femme, ça peut poser question, hein, ça c'est sûr. Je passe à Marsali. Marsali, j'ai envie de parler d'elle parce que là, dans l'épisode, elle se révèle... Enfin, on la connaît comme ça maintenant, mais une fois de plus, on a les arguments pour dire que c'est quand même une femme qui a un esprit plutôt moderne dans son approche du couple. Les rôles ne sont pas figés pour elle. Hein. C'est pas la femme nourrit les enfants et les hommes défendent la famille et ramènent à manger. On sent bien que ces frontières-là dans le couple Fergus-Marsali sont quand même quelque peu effacées. Alors, en lien ou pas d'ailleurs avec le handicap de Fergus. Mais en tout cas, elle a cette volonté, elle aussi, de prendre sa part, finalement. C'est une mère louve, mais c'est aussi une femme capable de faire ses propres choix. Et Marsali, oui, est très forte. Et lorsqu'elle fait cette révélation du meurtre de Lionel Brown, et entre parenthèses, je suis étonnée que Fergus ne l'ait pas su, qu'elle ne lui ait pas dit, en fait. C'est étonnant. Enfin bref, ça c'était une parenthèse. Et donc quand elle lui raconte ça, au lieu de rassurer Fergus, hein, qui était son objectif bien sûr, ça le plonge lui encore plus dans la dépression et ça lui renvoie ses propres incapacités. Donc ouais, dommage raté quoi. Et ouais. Donc voilà pour Marsali. Et si on parle quelques instants de Brianna, même si on la voit pas beaucoup dans l'épisode, là par contre, enfin une invention de sa part qui est reconnue d'utilité publique, en tout cas par Marsali, qui est ravie de son rouet géant. Elle met du cœur à l'ouvrage, hein, on la sent vraiment très très excitée par ce nouvel outil. Et voilà, je dis peu de temps d'écran pour Brianna dans l'épisode, mais l'essentiel est dit là en quelques secondes. Et puis il y a toujours dans cette même scène, un vroom, donc c'est cette voiture en bois qui a été construite pour Jamie. J'ai été étonnée de voir cette vroom apparaître parce que je pensais que les auteurs avaient changé vroom en avion, puisque lorsqu'ils nous ont présenté le générique il y a déjà quelques semaines, quelques mois même, on voit l'avion. Et donc là, moi, je m'étais dit, tiens, ils ont switché et c'était bien aussi. Donc là, c'est une belle surprise pour les lecteurs parce que ça, c'est un passage sympa dans le livre, dans le tome 6. Et pour finir, sur les femmes et leur pouvoir, mais je vais vous parler de Malva et de son pouvoir de séduction. J'en ai déjà parlé. Hein. Malva, moi, je trouve qu'elle flirte avec Anne et aussi un peu avec Jamie. Puis on apprend de la bouche de Jamie que d'autres hommes la regardent. Qu'en est-il d'Evan Lindsay, par exemple, qui, a priori, a fait une super année, donc qui est un homme potentiellement riche. Et puis, on sait qu'il est célibataire. Donc, moi, je me dis, il n'y a jamais de hasard. Hein. Donc, quand on écrit quelque chose dans le scénario dans Outlander, ça ressort à un moment donné. Donc là, je ne sais pas si c'était juste un coup d'épée comme ça pour meubler, mais la saison est tellement courte que je ne pense pas que les auteurs meublent. On verra. Et finalement, en fait, de toutes ces femmes, la seule qui semble réduite à sa condition de femme, c'est Amy, hein, la jeune femme consolée par Roger. Elle nous est présentée avec une fragilité. Elle a peur d'une grenouille. Elle est seule, elle pleure son pays. Enfin, elle est vraiment... ouais, elle nous fait l'effet d'une pleureuse, en fait. Et c'est un peu cette image-là, normalement, qu'on a de la femme, et d'autant plus dans ce siècle-là, même si, bien sûr, je généralise pas. Hein, mais ouais, voilà. Pour finir, je vais vous parler de Fergus, hein, de la dépression de Fergus. Je l'ai dit dans mon top, c'est son arc, c'est l'arc narratif autour de son personnage qui me plaît le plus dans l'épisode. Et je vais un peu plus rentrer dans les détails. La toute première scène où on le voit, c'est dans la maison lorsque Roger revient avec Henri Christian et puis du coup Germain. On sent là que Fergus est démuni, il est triste, il est aussi un peu fâché et probablement déçu de l'attitude de Germain, mais il préfère la fuite, hein, et c'est à ce moment-là donc que Claire le rejoint. C'est la scène dont j'ai parlé dans mon top, et la scène se termine avec Claire qui se sent démunie, hein, puisqu'elle n'a pas réussi à remonter le moral de Fergus, pas assez. Il est vraiment dans une très très grande détresse. Et un peu plus tard, la confrontation avec Marsali en rajoute une couche. Hein. Marsali peut se défendre seul. Et la conséquence de ça, c'est que Fergus se sent d'autant plus inutile. Et donc, son remède, lui, c'est l'alcool, c'est la boisson.
Et on a cette scène de dispute violente quand même, entre Fergus et Marsali. Et pour l'anecdote, ça c'est dans le live Instagram, c'est César Downboy qui disait que c'est la scène qui l'a rendu le plus nerveux dans la saison, parce que il s'entend super bien avec Lorraine Lyle. Et donc là, d'être dans un état d'esprit où il fallait qu'ils soient fâchés l'un contre l'autre et qu'ils se balancent des choses à la figure, c'était un état d'esprit particulier. Et donc, pour rester dans le personnage et dans le mood, en fait, dans l'humeur de la scène, il continue à se balancer des choses pas sympas en off caméra. Ils ont répété aussi ces scènes-là en costume, parce que c'est notamment Lorraine qui dit que elle rentre beaucoup plus facilement dans le personnage de Marsali lorsqu'elle enfile toutes ses prothèses, ses costumes, le bourrelet, enfin tout. Et idem pour César, quand il enfile la prothèse de main, il rentre tout de suite dans le personnage. Donc c'est vrai que ça, c'est des outils pour les acteurs qui sont sympas. Dans le live, il y avait une discussion aussi sur le contenu de la cruche que renverse Marsali sur Fergus. César se souvenait plus très bien, pensait que c'était de l'eau teintée, mais d'après Lorraine, non, c'était vraiment de l'eau pure, blanche, transparente. Donc voilà pour les anecdotes. Et donc cette scène se termine avec une phrase qu'on avait déjà entendue dire par Marsali, c'était dans la saison 4, elle disait à Murtagh, en français, vous allez pouvoir me reprendre, mais un truc dans le genre, moi je veux un homme entier ou pas d'homme du tout, en fait, whole man or none at all en anglais. C'est exactement la même phrase, et ça c'est une phrase du roman qu'on retrouve dans le tome 2 et qui est dite par Jenny à propos de Yann, son mari. Et donc je trouve que cette phrase c'est terrible à entendre pour Fergus, alors qu'il lui manque une main, donc physiquement déjà il n'est pas entier, cet homme-là, et là on lui demande d'être entier, entier pour sa famille, quoi, qu'il assume un peu tous les rôles. Alors évidemment que Marsali ne parlait pas de l'état physique, mais plutôt de son état d'esprit, mais voilà, ça fait mal, c'est dur, je trouve. Et puis Fergus subit un affront supplémentaire lors du Quarter Day. Il voit que Marsali est joyeuse, elle flirte gentiment avec Evan Lindsay, enfin voilà, elle est dans un état d'esprit, les enfants ne sont pas là, elle a réussi à les faire garder par Madame Bug, donc elle est un peu libre de s'amuser lors de cette journée un peu festive. Donc, mais oui, Fergus, lui, il est tellement dans sa dépression que il a un verre à la main tout le temps, il subit les regards des approbateurs d'autres personnes. Et puis un peu plus tard, ces paroles blessantes et vraiment, franchement pas du tout, très très malveillantes. Je trouve les mots grotesques et hideux. Je trouve que c'est d'une violence. Et pour le coup, là, moi, je comprends la réaction de Fergus, qui réagissent violemment et physiquement et qui s'en prennent à ce monsieur-là du couple. C'est normal. Et pour l'anecdote, c'est César qui raconte qu'il a vraiment frappé l'acteur, le figurant qui joue le rôle de l'homme là, qui se prend un coup, tellement emporté par l'action. Voilà, il s'est pris un coup, le monsieur. Personne n'a été blessé. Et moi, j'aime beaucoup là, que Fergus soit défendu par Lizzie et aussi par Claire. Là, Claire, vraiment, elle a une attitude aussi de mère. How dare you? Comment osez-vous? Et donc, cette dernière scène qui aurait pu figurer dans mon top, on va dire que c'est mon top bis, la dernière scène entre Jamie et Fergus, l'intervention de Jamie qui empêche Fergus de mettre en œuvre son idée suicidaire. Il se tranche les veines. Il arrive à temps, comme il était arrivé à temps dans la saison 2, lorsque Fergus s'était fait couper la main par le soldat anglais. Et en fait, cette scène, elle est introduite par une phrase de Roger qui résonne et qui nous fait quand même un peu bourdonner les oreilles. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos enfants innocents ? Et pour Fergus, la réponse, c'est que lui, il se sent tellement inutile qu'il préfère en finir et laisser la place à un autre homme qui pourrait prendre soin de sa famille. Et ouais, c'est d'une telle tristesse, ça. C'est dur, c'est dur. Et donc, je disais, les gestes de Jamie sont identiques à ceux de l'épisode où Fergus se fait trancher la main.
on peut mettre un peu les scènes en miroir. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire en images, parce que j'enregistre avant de poser les images dessus, mais si je peux le faire, je vais le faire. Et pour la petite anecdote, lorsque Jamie court pour rejoindre Fergus, il y a une légère pente et Sam Yuan, a priori sur une des prises, a glissé et donc il s'est cassé la binette. Mais paraît-il qu'il l'a fait de manière très élégante. Je ne sais plus quels étaient les mots de César, mais en gros, voilà. Et Sam s'est tombé élégamment. Ça ne nous étonne pas, c'est le roi des hommes. Et oui, donc les gestes de Jamie sont beaux et ses paroles aussi. Il lui rappelle tout ce que Fergus a fait et est capable de faire. Hein. C'est de la réassurance. Et je trouve rigolo que Jamie dise que Fergus fait le meilleur whisky qu'il n'ait jamais goûté. Et parfois, pour moi, l'acteur se confond avec le personnage. Et là, j'ai pensé à Sam Yuan et à son whisky Sassonar, donc c'était drôle. Donc, ça, je ferme la parenthèse. Et puis, Jamie dit aussi que Fergus compte pour lui et qu'il compte pour sa famille, qu'il compte pour ses enfants. Et là, on a ces mots en français, hein, donc ça, on ne le voit que si on regarde en VO. Et Jamie dit « Tu comprends, mon enfant, mon fils ». C'est souvent que Jamie appelle Fergus mon fils et qu'il le dit en français, en fait, en VO. Et d'ailleurs, j'ai regardé, la première fois que je regarde l'épisode, je mets les sous-titres en anglais pour être sûre de bien tout comprendre. Et là, les sous-titres anglais, rien à voir. Hein. Ils ont traduit pour que tu rentres à la maison, mon enfant, mon fils. To come home. Tu comprends, to come home. Bon, oui. Petite faute. Bref. Du coup, j'ai perdu le fil à force de digresser sur des anecdotes. Et oui, donc c'est ça. Donc les paroles de Jamie, ses gestes. Et là, à la fin de la scène, un soutien physique. Hein, c'est lui qui relève Fergus. Voilà, relève-toi, mon fils. Enfin, je suis là, je suis aussi un soutien. Et j'aime le fait que Claire et Jamie ramènent ensemble Fergus à la maison. Et voilà, dans cette scène-là, c'est Claire qui tient Fergus par le bras et ouais, ils sont très proches. Et bon, on peut imaginer que Jamie a emmené Fergus chez Claire pour qu'elle soigne sa blessure au poignet. Et voilà, Fergus s'excuse. Sans doute que toute cette histoire est derrière lui. Ce ne sera visiblement plus un problème. Hein. Il s'excuse auprès de Marsali et puis il prend son bébé dans les bras et on sent beaucoup d'amour de la part de Marsali. Ouais, à suivre. Et là, on a la musique, le thème de Fergus et Marsali, légèrement plus gai si vous écoutez. Donc ouais, c'est beau. Ça, c'est une magnifique façon de terminer cet arc-là. Je ne sais pas si on verra encore beaucoup le couple, du coup, dans la saison 6. On a vu une photo de Fergus pour l'épisode 4. Mais oui, on sait que les acteurs n'ont pas fait toute la saison. Hein, donc, on va voir comment ça va se passer pour la fin. Et je terminerai en disant que ce que César Downboy, l'acteur, donc, aime en Fergus, c'est sa capacité de résilience. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est vrai que Fergus, on va dire le jeune Fergus qu'on connaissait, a fait preuve de résilience toute sa vie. Là, on a eu un passage très traumatique et dont il a eu du mal à se relever. Mais je pense que sa capacité de résilience va encore œuvrer dans les années futures de sa vie. Donc, ouais, c'est beau. C'est beau. Alors voilà, j'en ai terminé avec le décryptage. Il y a certaines choses peut-être que je n'ai pas évoquées ou pas beaucoup. Vous verrez que j'ai récolté les impressions, les avis, les commentaires de quelques addicts officiels de ma communauté Patreon. Donc ça sera diffusé tout de suite après dans le live qui va suivre ce décryptage. Donc restez avec nous. Hein, c'est un autre moment sympathique, un peu différent. C'est une ouverture, donc c'est super chouette. Je disais, l'arc de Fergus semble terminé là, pour la saison. Dans cet épisode, on cerne un peu plus Malva et Tom, Christy. Il nous manque Alan, qui n'a pas été très, très développé depuis le début de la saison. On a une petite image de lui à la fin, donc à voir et à suivre.
On a l'ombre des Browns qui plane, même si on ne les a pas vus. C'est par par la bouche de Tom Christie qu'on en a entendu parler. Et à la fin de l'épisode, et là j'en ai pas du tout parlé parce que c'est pas une scène à part entière, mais si c'est une scène bien sûr, mais les armes pour les Indiens sont arrivées au Ridge, elles sont livrées par le major McDonald lui-même. On apprend que la Boston Tea Party a eu lieu. Donc, pour moi, la fin de l'épisode jette les prémices de la suite, de la grande histoire. Comme le dit Claire, ça arrive, c'est la guerre, la tempête. On s'attend à quelques turbulences et à quelques remous à partir du prochain épisode. Eh bien voilà, moi j'en ai terminé de ce décryptage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre confiance. Merci pour vos commentaires. Vraiment, merci pour tout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire. Ça me donne plus de visibilité. Ça nous donne plus de visibilité. Nous, la communauté française des fans d'Outlander. N'hésitez pas à commenter. Et puis, un truc tout facile à faire, un like, donc c'est appuyer sur le petit pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Ça fait du bien et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ceux qui me retrouvent juste après dans le live, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.